Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité. 88.3, c'est fac. ça part ici. Bon mercredi midi, mon Dieu, 14h. Bon mercredi après-midi. Vous êtes à l'écoute du Popcorn de l'infini. Vous avez encore avec vous Alex, moi-même et David. Comment ça va, David? Ça va bien, je me porte bien. Ouais, malgré la fin de session imminente. Ah oui. Ben écoute, on fait ce qu'on peut. Ben oui, c'est ça, exactement. On fait ce qu'on peut, tout comme Jon Favreau en 2010, lorsqu'il a fait Iron Man 2, qui sera au cœur de notre épisode aujourd'hui. Troisième film officiel du Marvel Cinematic Universe. Nous, on a eu une petite ellipse la semaine dernière avec X-Men Origin Wolverine. Donc, c'est ça, on retrouve... c'est la première suite du MCU, même si tous les films sont un petit peu imbriqués. Tout le monde à peu près du premier revient, sauf évidemment le vilain. Mais c'est ça, donc un film qui est sorti en 2010 et qui là, on sent que Marvel va accélérer le rythme assez rapidement parce qu'ils vont sortir 3 films en 1 an et demi à peu près pour culminer vers les Avengers et donc la fin de cette première phase. Est-ce que tu l'avais déjà vu, Iron Man 2? Oui, je l'avais déjà vu. Ça faisait un petit bout de temps. J'imagine que tu as vu toutes les canons MCU. En fait, j'ai vu toutes les... Le MCU jusqu'à Endgame. Après Endgame, je n'ai vu la plupart. Là où est-ce que ça a peut-être un petit peu manqué, c'est dans les séries, par exemple. Ouais, c'est ça. Daredevil, que j'ai malheureusement toujours pas encore vu. C'est plus les autres, à l'extérieur du MCU. Mais j'ai été un vendu, entre guillemets, du MCU. Ouais. Depuis un jeune âge, surtout après la sortie d'Avengers, là. Ouais, ben oui. Qui était une bombe vraiment à l'époque. C'est un très bon film. Là. J'ai hâte de le revoir pour confirmer cette idée-là, mais moi, c'est pas mal un de mes préférés de Marvel en général. J'ai fait une réécoute du MCU à peu près en 2019, je crois bien. Quand Endgame est sorti. Quand Endgame est sorti, justement. Là. Donc, j'avais... Donc, tous les films qui sont dans le MCU directement, je les ai réécoutés en 2019, mais c'est sûr que ça a fait du bien de le revisiter pour me rappeler de ce qui se passait dans ce film-là, dans Iron Man 2. Ben c'est ça, parce que moi, je le trouve très oubliable. Alors, en fait, c'est le genre de film un peu comme Hulk là, qu'on a abordé il y a quelques épisodes que à chaque fois que je revois, je baisse un peu mon appréciation. Mais j'ai pas eu ce feeling-là. Ouais, toi, tu l'as bien aimé. Ben, je l'ai pas bien aimé. Je l'ai quand même apprécié. C'était pas mauvais. Ça bat pas le premier, là, je trouve. Là. Non. Mais je trouvais que c'était un bon film. Ouais. Somme toute, je trouve. Ben, on va pouvoir en discuter dans la deuxième moitié de l'émission parce que ultimement, même si je trouve que c'est pas un mauvais film sur papier, moi, il y a plusieurs éléments là-dedans qui est sur le plan personnel, dans ce que je n'aime pas voir dans un film. Je trouve qu'il y avait beaucoup d'éléments comme ça. Fait qu'on pourra en jaser tantôt. Donc, on va faire rapidement la petite fiche technique là, parce qu'il y a quelques changements, là, même si la plupart du cast originel revient. Toujours Jon Favreau, comme je le mentionnais, à la réalisation. On a, surprise ou pas, là, Justin Theroux au scénario. Justin Theroux, c'est un acteur dans la vraie vie. Et puis, on surfait un petit peu sur la vague de popularité qu'il avait eue parce que son premier scénario, c'était Tropic Thunder, qui est sorti 2 ans avant et qui mettait en vedette Robert Downey Jr. D'ailleurs, Downey Jr. avait été nommé pour un Oscar pour sa performance dans Tropic Thunder. Fait que c'est quand même pas rien, mais il est le seul auteur crédité, ce qui est aussi une première jusqu'à présent là, dans tous les films qu'on a abordés. D'habitude, c'est toujours une équipe de scénaristes. Apparemment, qui se serait basé quand même sur les idées de Jon Favreau et de Robert Downey Jr. pour scénariser tout ça. Mais donc, moi, ça m'a quand même surpris de voir Justin Theroux au scénario. Je le connais pour Mulholland Drive, pour des comédies, des rom-coms un peu poches. Puis pour les Transformers aussi. Bref, c'est ça.
C'est ça. C'est pas un acteur que j'apprécie particulièrement. Et puis maintenant, c'est pas un scénariste que j'apprécie particulièrement, sauf pour Tropic Thunder que j'ai bien aimé. Downey Jr. revient, Gwyneth Paltrow évidemment. Changement au casting alors que Rhodey, James Rhodes ou War Machine, peu importe comment vous voulez l'appeler, on change d'acteur. Donc Terrence Howard est remplacé par Don Cheadle, qui est peut-être un peu plus l'attrait comique, disons, que Terrence Howard avait. N'avait pas. Il était plus sérieux peut-être dans son interprétation. Là, il y a beaucoup de spéculations sur pourquoi est-ce qu'il a été remplacé. Apparemment, Terrence Howard a été assez frustré de la situation parce qu'il y avait un contrat pour 3 films. Puis, c'était aussi, on le rappelle, l'acteur le mieux payé de Iron Man. Ben, c'est ça. Downey Jr. finalement a conquis un peu tout le monde, puis là, a demandé un petit peu plus d'argent. Puis là, apparemment qu'on aurait coupé un peu les scènes qui étaient prévues pour Terrence Howard. Il était pas content parce que là, maintenant qu'il y avait moins de scènes, son salaire était plus bas. Aurait pas aimé ça. Et puis, Marvel aurait résilié son contrat assez rapidement et brusquement à la grogne de Terrence Howard qui disait, là, à quoi ça sert de signer un contrat de 3 ans si vous me faites pas faire 3 films? Non. Fait que c'est ça. Il y a eu, pendant une dizaine d'années à peu près, là, pas eu de poursuite ou rien, là, mais il y a eu beaucoup de spéculations sur pourquoi est-ce qu'il n'était pas là. Jon Favreau, apparemment, aimait pas le jeu de Terrence Howard. Donc, bref, c'est ça. Don Cheadle a été remplacé. C'est toujours encore le Rhodey qu'on connaît. Donc, ouais, c'est ça. Là, j'ai comme confondu Anthony Mackie aussi, là, qui est le subalterne de Captain America, qui est rendu... En tout cas, c'est rendu mélangeant, mais c'est ça. Don Cheadle est encore présent. Scarlett Johansson fait son apparition également en tant que Nathalie Rochman. On pourra spoiler plus tard qu'elle devient Black Widow, mais je pense qu'on est tout au courant. Sam Rockwell, qui joue Justin Hammer, qui avait été pressenti d'ailleurs pour interpréter Tony Stark dans la pré-production du premier film. Et Mickey Rourke, qui joue Ivan Vanko. Donc, les deux vont interpréter les vilains du film. Puis, il y en a quelques-uns qui reviennent. Samuel L. Jackson, évidemment. Là, on l'avait rappelé. Rappelez-vous, dans l'épisode sur Marvel, on avait dit qu'il a signé un contrat de 9 films. Donc, c'est ça. C'est la première fois qu'il y a un rôle un peu plus grand, même s'il reste encore assez réservé. Là, mais il y a quelques scènes, au moins, ce qui est déjà pas pire. Clark Gregg revient également comme l'agent Coulson. Howard Stark, le père de Robert Downey Jr., de Tony Stark, est joué par John Slattery, qui était bien connu à l'époque. On s'en souvient peut-être un peu moins aujourd'hui, mais il était au sommet de sa popularité dans Mad Men, puis d'autres séries télé. Et puis, voilà, quelques autres personnages. John Favreau revient comme Happy, Leslie Bibb, comme Kristen Everhart. Bref, c'est ça. On reprend un peu où on a laissé. D'ailleurs, le scénario reprend 6 mois après le fameux I Am Iron Man qui clôt le premier film. Donc, la révélation que Tony Stark est Iron Man. Donc, on est 6 mois après. On comprend que Tony est malade, que ça, les éclats le palladium, de... Ouais, c'est ça. Le rend malade. Là, parce que ce qu'on comprend, c'est que ça fond. Il y a comme une genre de fusion, de réaction qui se produit. Et puis, ça empoisonne son sang. Ouais. Puis il essaie de retarder un peu ce processus-là, mais il n'est pas capable de le faire de façon efficace. En fait, oui, mais il y a aussi le fait que plus qu'il porte l'armure d'Iron Man, plus qu'il est malade. Mais comme on peut voir dans le film, il peut vraiment pas s'en empêcher. Non, c'est ça. Je sais pas si c'est une question d'ego ou pas. Mais bref, on le retrouve, il est très, très... c'est ça, il vit un peu dans les suites du fait que les gens savent maintenant son identité. Et puis, je dirais même qu'avant qu'on sache qu'il est malade, il a l'air dans son, excusez l'anglicisme, son golden age, son âge d'or. Tout a l'air de bien aller. Il a l'air très, très, très sûr de lui. Ouais. Puis, une attitude très fière, on va dire ça comme ça. Plus que dans le premier, là, ce qui est pas peu dire. Un petit peu une attitude trou de cul aussi qui vient avec. Mais vraiment, avant qu'on sache qu'il est malade, on peut se dire « Wow, c'est l'âge d'or d'Iron Man, tout va bien », jusqu'à temps qu'on se rende compte qu'il est malade, puis là, qu'on fasse des liens. Là. Veut pas. Puis, à cause de cette révélation-là, l'armée américaine veut essayer de posséder, en fait, l'armure d'Iron Man, parce que là, on se dit, bon, est-ce que c'est un bien public? En tout cas, pour la sécurité nationale, on veut posséder ça. Fait que là, c'est la première, comme c'est le premier séparation entre, mettons, le Shield et l'armée américaine, là, vraiment
justement, parce que là, le Shield, on se rend compte qu'il n'y a pas les mêmes intérêts que l'armée américaine de ce côté-là. Puis, je pense pas que l'armée américaine sait que Tony Stark est malade. Là. Non. Je sais pas, tu Non. Mais c'est ça, eux autres, leur but, c'est vraiment de parce qu'ils voient ça comme une arme. Là, bon, oui, c'est ça. Parce que ça reste que est-ce qu'il va l'utiliser pour le bien ou pour le mal. Donc, c'est une question de vouloir se défendre un peu de tout ça. Ben, comme la phrase durant l'audience là, au Sénat, c'est il y en a un qui dit que c'est une épée, l'autre qui dit c'est un bouclier. Fait que qui dit vrai et qui dit faux. Puis c'est quand même une question que j'ai trouvée intéressante. Oui. Puis qui doit être assez présente, j'imagine, dans les comics. Là. Pas juste d'Iron Man, mais de tous ceux qui utilisent des techs. Oui. Ben, ils ont même fait la guerre civile là-dessus. Oui, ben, c'est ça. Et donc, c'est ça. En parallèle, il y a Ivan Vanko, qui est le fils d'un ancien partenaire de son père, qui lui aussi travaillait sur cette question-là de comment il appelle ça, là, son reactor core. Là, je sais pas son trop. arc reactor. Arc reactor, voilà. Qui décide de se venger parce que c'est ça, Howard Stark a tassé son père essentiellement, donc il devient en quelque sorte Whiplash, un vilain des comics, mais qui est une forme différente. Ouais, c'est comme un mélange de deux personnages des comics, mais vraiment, on retrouve pas lui qu'on a vu dans le film, on le retrouve nulle part dans les comics. Là. Mais c'est un gros monsieur russe avec des lassos électrifiés. Puis c'est ça. Une bonne description. Il y a une petite bataille, mais rapidement, il se fait emprisonner. Puis là, c'est Hammer, qui est le deuxième vilain du film, qui est essentiellement un Tony Stark... je vais dire méchant, là, ou en tout cas du mauvais côté de la force. Donc, un autre créateur d'armes, une compagnie d'armement qui travaille avec l'armée, évidemment, mais aussi avec les terroristes, ou en tout cas avec les méchants et les gentils pour vendre des armes à tout le monde. C'est devenu un peu le fournisseur, si je comprends bien, du gouvernement. Oui, c'est ça. Puis, il va engager Ivan Vanko pour lui demander de créer des armures plus performantes que celles d'Iron Man dans le but de supplanter. Parce qu'il y a aussi toute une exposition là, qui dure pendant 1 an, une exposition universelle où les gens sont invités à venir présenter leurs inventions et tout ça. Donc, il veut showcase ces nouvelles armures-là qu'il a construites là-dedans. Puis évidemment, ça va... Tony Stark ne sera pas content, il va y avoir de la bataille et voilà. C'est ce qui résume essentiellement tout ça. On pourra revenir en détail sur peut-être certaines thématiques un peu plus présentes, notamment l'espèce de descente aux enfers. J'ose pas parler d'alcoolisme parce qu'on évite quand même un peu ça, même si dans les comics ils sont plus présents. On l'édulcore encore une fois, mais un peu moins que dans le premier. Là, on le mentionne au moins, là, on peut le comprendre, on peut le voir même suite à une scène, mais ça reste quand même une version édulcorée, on comprend tout ça. Oui, exactement. Fait qu'au retour de la pause, David, tu nous présentes un peu les nouveaux personnages qu'on a, d'où ils viennent dans les comics. On va discuter ensemble sur est-ce que ça reprend une ligne de comics ou pas. Donc voilà, on s'en va pause publicitaire et on revient dans quelques instants. Vous écoutez toujours le Popcorn de l'Infini. Vous êtes de retour au Popcorn de l'Infini. Aujourd'hui, on aborde le film de 2010, Iron Man 2. David, on dirait que ça fait quand même, c'était quasiment au début de la session, là, mais Iron Man, le premier, n'était pas basé vraiment sur un comic. On a pris des éléments ici et là. On a pris des éléments ici et là, mais on est parti de plusieurs comics, là, avec l'Origin Story adapté. Ça restait une adaptation qui était quand même fidèle. Si je me rappelle bien, je pense qu'on y avait donné le popcorn de Comic Accuracy. Fait que oui. Mais puis ce deuxième-là, est-ce qu'il reprend un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il n'est pas basé sur rien en particulier? C'est ça, on continue sur la lancée du premier, donc on refuse nécessairement de prendre une ligne de comics particulière. En fait, on va mélanger plusieurs éléments des comics, ce qui fait du sens parce que on prend quand même plusieurs petits arcs et on les met ensemble, notamment Armor War, qui va être qui va expliquer un peu le combat entre Tony Stark et le gouvernement pour le contrôle de son armure et qui va aussi expliquer dans cette lignée de comics-là, en fait, James Rhodes va voler l'armure d'Iron Man. Donc ça provient directement d'une lignée de comics. Sinon, il y a le début de Natasha Romanoff, qui est une autre lignée de comics qui va rapidement s'intégrer à l'histoire d'Iron Man, mais
c'est pas en même temps, mettons. Est-ce que, ouais, mais elle est née comment? Dans sa propre lignée à elle? C'est dans Tales of Suspense, si je comprends pas. Donc, si je comprends bien, excuse-moi. Donc, c'est où est-ce qu'il y a un peu, comme beaucoup de personnages commencent là, dans un comic plus large public. Puis après ça, elle a été intégré à l'histoire d'Iron Man pour ensuite devenir son propre personnage là, qu'on connaît, Black Widow. Ouais. Donc c'est ça. Mais le fait qu'elle apparaisse dans Iron Man en premier dans l'MCU, ça fait du sens. On mentionne pas qu'elle s'appelle Black Widow, il me semble, dans le film. Hein? Non, on reste assez... Natasha Romanoff, on comprend que c'est ça, Nathalie quelque chose, là, qui est son nom d'emprunt, Rushman. Voilà, c'est ça. On comprend. On nous dit que c'est Natasha Romanoff. On comprend que c'est une agente russe également. Mais on n'en sait pas plus pour l'instant, à part qu'elle travaille avec Nick Fury. Puis pour le Shield. Donc, ce qui est déjà quand même pas mal, mais j'imagine que les gens à l'époque ont dû reconnaître Black Widow, surtout vers la fin où elle a une scène où elle brille un peu plus, là, mettons. Elle fait du kung-fu ou je sais pas quoi, là, du judo. C'est ça. Fait que ça mélange Demon in a Bottle, qui est comme un peu plus voyons. Les débuts de Tony qui s'autodétruit et le problème d'alcoolisme. Ouais. Ensuite, Armor Wars, qui est le gouvernement. Puis il y a aussi Justin Hammer dedans aussi qui vole. Donc on va beaucoup se baser sur Armor Wars, mais sans que ce soit uniquement ça. Ensuite, Whiplash, qui n'est pas du tout de cette lignée-là, va être un personnage qu'on va appeler composite dans le film. Donc il va être un mix de deux personnages dans les comics. Donc ça va, dans le fond, Whiplash, il n'est pas russe dans les comics. Okay. Ça va être un autre personnage. Dans les comics, ça va rester un personnage qui a un peu légèrement une histoire semblable au film avec la famille Vanko, mais c'est ça, on a mélangé deux personnages pour faire un vilain qui existait déjà. Mais on lui a donné un peu les caractéristiques de Crimson Dynamo. Dans le film, on comprend... Je crois que c'est son père là, qui est supposé être si on se fie au nom Vanko, là, justement, ce serait son père qui serait le père d'Ivan Vanko qui serait Crimson Dynamo. Mais là, on donne tous les attributs pas mal à son fils. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est un peu ça qu'on fait. Donc, ça... 3 vilains dans un film, on sait que ça n'a pas marché. On se souvient de Spider-Man 3. Justin Hammer, il y a vraiment des grosses différences avec son personnage. Okay. Là, parce que là, je sais même pas si on peut dire que c'est une adaptation de sa lignée de comics, là, parce que dans les comics, ça va être un vieux industriel européen très, très, très riche, extrêmement puissant, un maître manipulateur, un calculateur, il est froid, puis il opère en coulisses depuis toujours. Il contrôle un petit peu les gouvernements puis le monde. On le voit un peu mondial. on le voit un peu quand il libère Ivan Vanko de prison, mais pas plus que ça. Puis dans le film, là, c'est un jeune entrepreneur jaloux, incompétent, puis caricatural, là, pathétique. Carrément. Pathétique un peu, puis il est beaucoup moins dangereux dans le film, là, comme on peut le voir. Fait qu'on mise beaucoup plus sur Ivan pour être le vrai danger dans le film. Puis au niveau de Whiplash, là, le vrai Whiplash, ben ça va être dans les comics Mark Scarlatti, qui n'est pas russe, qui n'a rien à voir avec le personnage. Mais Anton Vanko va quand même exister comme le Crimson Dynamo, là, comme qu'on a expliqué. Fait que c'est vraiment comme un personnage hybride. Aussi, il y a au niveau de Howard Stark une grosse différence, là, parce que dans les comics, ça reste un personnage qui va être assez mineur jusqu'à dans les années 2000. Là. Puis c'est pas un génie aussi dans les comics, donc c'est pas un génie comparable à Tony. Puis il n'y a aucun lien avec le Shield, alors que dans le film, là, on comprend que c'est un fondateur du Shield, que c'est un inventeur clé dans l'histoire du MCU. Puis c'est aussi relié un peu à l'absence de, mettons, de l'Ant-Man original, là, Hank Pym, qui lui avait fait beaucoup. C'est un inventeur aussi beaucoup dans les comics qu'on n'a pas dans le MCU. Donc c'est un peu un regroupement de ça. Puis dans le film aussi, il est très idéalisé par son fils, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans les comics, là. Oui, ça reste son fils, mais c'est pas autant comme qu'on a vu dans le film. Je trouve qu'il y a une emphase là-dessus. Donc vraiment, c'est pas basé sur quelque chose de particulier, beaucoup plus sur Iron Wars que d'autres choses. Mais donc le gouvernement versus Stark, gouvernement qui travaille aussi avec Justin Hammer, puis gouvernement aussi qui inclut Rhodey, qui va avoir ce conflit-là va exister. Par contre, grosse différence, l'identité War Machine va arriver
plus tard, là, pas du tout à ce moment-là, va arriver plus tard à force de porter le costume. Mais au départ, c'est juste Rhodey qui a volé un costume. C'est tout. Il n'y a pas plus à ça. Mais c'est ça. Puis dans les... aussi au niveau de Happy, il y a des grosses différences au niveau de Happy que j'ai peut-être pas mentionné dans le premier film parce qu'on le voit un peu moins. Mais là, on voit beaucoup de différences. Dans le film, ils ont réessayé d'intégrer son côté boxeur. Ouais. Avec peu de succès. Avec peu de succès. Mais dans les comics, là, c'est un boxeur, c'est un garde du corps qui est hyper présent. Là. Puis il y a un rôle, il y a un rôle majeur, une longue histoire avec Pepper aussi. Okay. Puis ça va devenir un personnage très touchant, très, très tragique aussi. Mais dans le film, on va plus le considérer comme un gag. Puis il n'y aura pas d'arc personnel tant que ça. En fait, ça va venir vraiment plus tard. Ouais, dans là. les Spider-Man. Dans les Spider-Man, mais c'est ça. Vraiment, dans les films, on le garde comme un gag. Ben, pas un gag, là, mais il y a très peu de présence là, dans le film comparativement, mettons, au comic. Donc, c'est ça. Iron Man 2, on peut le voir comme un remix de Whiplash, Vengo, Hammer, qui vont être changés presque complètement. Ensuite, t'as Stark, Rhodey puis Natasha qui vont être simplifiés ou adaptés. Puis t'as Pepper, Fury, Happy, Howard qui vont être redéfinis complètement pour le MCU. Fait que c'est dur de dire que c'est adapté de quelque part parce que je pourrais pas faire de lien direct avec aucun des séries comiques que j'ai mentionnées. C'est des liens qui restent assez indirects. Là. Donc, y a pas on peut pas dire que Jon Favreau, pour ce film-là, c'est basé sur un comic qu'il aimait beaucoup parce que quand tu aimes beaucoup quelque chose, tu changes pas autant de choses que ça. Ouais, ben c'est ça que je lisais aussi. Tu sais, le premier, en fait, Favreau s'était fait donner un script par... je me souviens plus c'était qui, là. Je me souviens plus c'était Zach Penn là, qui l'avait écrit. Il me semble que oui, mais c'est ça, tu sais, il s'était fait donner un scénario qui était peut-être justement fait par des gens qui s'y connaissaient un peu plus. Puis là, dans celui-là, c'est plus lui et Downey Jr. qui sont arrivés avec la base, mettons, de l'histoire, puis qui a été bonifié après avec Justin Theroux. Fait que c'est sûr que ça... T'sais, d'un côté, c'est important que la fondation soit bonne, puis après ça, tu peux amener le personnage ailleurs, mais de l'autre, Iron Man, on l'a mentionné, c'est quand même un lore qui est assez gros. C'est un des premiers comics aussi là, dans les années 60. Fait que, il y avait beaucoup de matériel probablement où aller piger. Fait que, est-ce qu'on avait besoin de réinventer beaucoup de trucs? Je sais pas. Tu parlais de War Machine qui est différent un peu. Est-ce que tu sais quand il arrive? Je me souviens plus dans l'épisode Iron Man, on en a, si on en avait parlé. Probablement non, pas parce qu'il n'est pas War Machine dans le premier, mais est-ce que c'est ça, tu dis qu'il arrive un petit peu plus tard? Ben, c'est ça, il arrive plus tard après avoir pris... donc, la première apparence de James Rhodes, c'est dans Iron Man numéro 118 en 1979. Donc, ça, c'est la première fois que la personne apparaît dans les comics de façon définitive. Puis le début de l'identité de War Machine et donc de War Machine tout simplement, c'est tel qu'on le connaît là, dans le MCU, c'est 282 qui est arrivé, Iron Man 282 qui est arrivé en 1992, donc quand même un certain temps après. Là. Donc ça, c'est vraiment... puis le moment où est-ce qu'il a piloté le saut, il faudrait que je fasse ma recherche parce que je sais pas. Mais... Dans ces eaux-là, dans les années 90. Entre ces années-là. Mais c'est ça, il a piloté le suit bien avant de devenir War Machine. Ouais, c'est ça. Parce qu'il a carrément juste volé un suit. J'ai la réponse aussi, là, c'est Iron Man 169 la première fois qu'il pilote le suit. Donc ça va y avoir pris presque... Ça va y avoir pris 9 ans. Donc en 1983, ça va y avoir pris 9 ans avant de devenir War Machine. Donc la première fois qu'il prend le suit versus War Machine. Fait que c'est vraiment ça. C'est vraiment plus long. Puis c'est ça aussi avec les comics, ça s'étire dans le temps. Là. Aussi, on dit que 4 ans dans les comics, c'est une année de vieillissement. Puis même là, le temps, ça fonctionne bizarrement dans les comics. Là. On a des héros qui restent tout le temps jeunes. Mais bref, ça fait un peu le tour des personnages. Il y a un fun fact aussi que tu n'as pas mentionné, que je ne savais pas si tu étais au courant. Donc, Mickey Rourke, qui est l'acteur qui joue Vanko, il a payé pour la moitié de son costume. Ouais. Parce qu'il voulait un vrai exoskeleton. Un vrai exosquelette, excuse-moi, l'anglicisme. Il voulait un vrai exosquelette, puis avec des parties qui pouvaient se bouger. Puis le studio n'a pas voulu payer. Fait qu'il en a payé la moitié. Puis c'est ça. Il voulait vraiment
avoir la vraie expérience du costume. Ouais. Ben, tu sais, il était très méthode acteur aussi. Il est allé dans des prisons en Russie et puis des trucs comme ça. Oui, c'est ça. Il a appris le russe pour ce film-là aussi. Donc, c'est ça. C'était... Puis aussi, Scarlett Johansson, qui a été castée, mais c'était pas le premier choix de Marvel. Il voulait Emily Blunt. Ouais, mais qui était occupé ailleurs. Fait que Johansson s'est les cheveux rouges, puis c'est ça. Elle a dit à Kevin Feige, mets-moi dans le film, puis c'est ça qui s'est passé. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, Johansson était quand même connu aussi à l'époque, là. Fait que ça aide un peu. Non, ça l'a aidé, mais c'était vraiment pas le premier choix. Puis d'après moi, elle avait déjà fait l'entrevue, puis il voulait vraiment Emily Blunt, puis c'est le fait qu'elle voulait ce rôle-là à ce point-là qu'ils y ont donné. Fait que c'est ça qui s'est passé pour Scarlett Johansson. Ouais. Ben, parlons justement du film, tant qu'à en nommer certains trivia. Tu sais, pour expliquer peut-être quelques choix de casting, tu sais, Mickey Rourke, c'est un acteur qui a eu vraiment sa gloire dans les années 80, peut-être un peu 90, là, mais qui a eu une déchéance un peu comme Robert Downey Jr. se faisait arrêter, puis des affaires de même. Mais il était revenu un peu dans l'œil public parce qu'en 2008, il a été nommé pour... Ben, en 2009, en fait, il a été nommé pour un Oscar pour le film The Wrestler où il jouait justement un gros tough guy. Là. Fait que je pense qu'il était comme redevenu favorable à l'opinion publique. Puis depuis Iron Man 2, ben, on le voit plus à peu près nulle part, Mickey Rourke. D'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de ces scènes qui ont été retirées du film. Malheureusement, parce que tant qu'à moi, c'est le vrai vilain du film, Justin Hammer. En tout cas, ben, je peux parler des trucs que j'ai pas particulièrement aimés. Puis c'est Justin Hammer aussi que j'aime rarement ça, ces espèces de vilains pathétiques-là. Là. Ouais. C'est comme... Soit c'est trop facile parce qu'on l'a vu des centaines de fois ailleurs, là, des espèces de riches. Aussi, originellement, un vilain qui est pas super pathétique que ça dans les comics, là, qui est au contraire super puissant puis qui fait peur. Ben, on a voulu faire un contraste entre justement peut-être la méchanceté qu'incarne Ivan Vanko et puis faire le parallèle entre deux industriels, mais un qui décide d'aller du côté de l'épée puis l'autre du bouclier. Fait que tu sais, je comprends les contrastes qu'on a essayé de faire. Mais je pense aussi que le facteur qu'on voulait pas nécessairement refaire l'histoire avec Stain. Là. Ouais, ben c'est pas ça avoir aussi. Un Justin Hammer qui ressemblait un peu trop à Stain. Ouais. Puis, tu sais, moi, Sam Rockwell, l'acteur qui l'interprète, je l'aime beaucoup, mais je crois vraiment que c'est peut-être la direction générale de son personnage qui était moyennement claire. Lui-même ne connaissait pas vraiment trop ce personnage-là, mais tu sais, je pense pas que c'était une si bonne décision que ça de le rendre pathétique. Bon, après ça, est-ce que... moi, je suis rarement un fan de l'humour dans les films Marvel. Là. Je trouve que c'est rare que ça fonctionne. Robert Downey Jr. réussit, je crois, le mieux à tirer son épingle du jeu, à faire des killers, des killer lines, puis tu sais, c'est ça. Il y a les plus belles lignes probablement du MCU, mais tu sais, d'essayer d'en créer on va dire un comic relief, un vilain un peu plus humoristique. Tu sais, je pense surtout à la scène qui se passe proche du Grand Prix de Monaco, où là, ben, il y a comme une espèce de confrontation entre les deux, là. Puis il y a un topo qui est en train d'être écrit sur Justin Hammer, mais les gens n'ont deux yeux que pour Tony Stark, puis tout ça, tu sais. Je trouve que c'est comme trop... son arc de jalousie est comme trop banal, en tout cas pour mes goûts. Il y a deux trucs que j'aime pas. Puis le deuxième, ça c'est l'interprétation donc du personnage de Justin Hammer. Puis l'autre, puis ça encore une fois, c'est bien intégré à l'histoire, mais je n'aime pas ça tant que ça. c'est le fait qu'on a changé drastiquement la personnalité de Tony Stark dans la première moitié du film. Tu mentionnes son Golden Hour. C'est normal qu'il soit encore plus cocky, mais tu sais... Mais si on y va de base, là, mettons, là, à cause de toi, il y a la paix dans le monde. Ouais, mais... À un certain point, ça fait du sens que ton attitude change au cours de ces Oui, mais tu sais, son attitude, tu sais, si on parle en termes de Donjons et Dragons, mettons, tu sais, Tony Stark, c'est un chaotic good. Tu sais, il aime ça, semer un peu le chaos, faire un peu à sa tête, mais ultimement, il y a le bien commun au cœur. Ben, dans la première, dans le film. Ouais, dans le premier film. Pas dans le comic. Ouais, dans le comic, je le mettrais même dans le neutre. Là. Je dirais qu'il a capacité de faire du bien, mais que son ego va... Ben, dans le 1, son ego est présent, mais dès qu'on sent qu'il est sur le bord de type
vers, je sais pas, la méchanceté ou whatever. Il revient du bon côté, on va dire ça comme ça. Ici, dans la première heure, il est vraiment du mauvais côté. C'est-à-dire qu'il détruit sa relation avec Pepper Potts, même s'il donne le rôle de CEO, d'ailleurs, on va revenir là-dessus tantôt. Avec Happy aussi, c'est moyen. Mais c'est bien intégré au film dans le sens où il y a comme une énergie du désespoir qui embarque parce qu'il sait qu'il est comme un peu mourant puis il trouve pas la solution. Est-ce qu'il passe ces frustrations-là? Il y a une scène dans The Dark Knight, justement, le Batman, tu sais, que un moment donné, Bruce Wayne est un peu comme ça. Un moment donné, il va se baigner dans une espèce de fontaine d'un restaurant avec deux, je sais pas quoi, prostituées ou modèles ou je sais pas trop quoi. Puis là, il est comme, le restaurant sont comme, ah, là, vous devriez pas faire ça. Puis comme, OK, ben, j'achète le restaurant. Puis là, tu sais, c'est comme, tu sais, il y a comme toujours ces scènes-là un peu, mais je comprends que c'est intégré à cette histoire-là. Puis tu sais, dès que, mettons, Nick Fury donne un semi-remède, puis qu'il se met à travailler sur créer un nouvel élément qui va le sauver. Après ça, il redevient plus la personnalité qu'on a connue dans le premier film. Mais j'aime pas ça, suivre un asshole en tant que personnage. Surtout un personnage principal. Puis tu sais, oui, il réussit quand même à amener de l'humour et tout ça, mais je trouve que ça ajoute un peu trop d'invraisemblance. Tu sais, la scène du Grand Prix de Monaco, il fait juste comme remplacer un des pilotes, puis il fait la course. Ça marche pas. T'as beau, tu sais... comment il s'appelle? Bezos. Même si lui, il voulait, là, il peut pas arriver à une course de F1 puis remplacer un pilote puis faire la course. Là. Réfléchissez-y 2 secondes. Là. C'est comme les descripteurs à la télé, ils n'ont pas de visuel là, pour Jeff Bezos décrit dans il y a pas, ça marche pas de même là, dans la vie. Puis il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de assez d'argent qui va faire que tu peux faire ça. Il y a plein de scènes ici et là que j'ai trouvé vraiment invraisemblables. Puis qui amenait rien vraiment plus à l'histoire que ça. Tu sais, la scène de Monaco, il y en a à l'époque, surtout, il y a beaucoup de gens qui étaient quand même, c'était impressionnant. Tu sais, il y a beaucoup d'effets spéciaux aussi dans tout ce segment-là, parce que c'est la première fois qu'on voit Whiplash. Et, tu sais, ça aussi, là, Whiplash qui pop sur la piste, puis qui coupe des voitures en deux de même. Là, j'ai comme, Puis là, tu sais, personne de la course... Il n'y a pas personne dans les écouteurs qui font comme là, arrêtez de courser. Là, il y a un dude dans plein milieu de la course, puis il coupe des chars en deux. C'est comme tout le monde fait juste foncer pareil sur lui. Puis je suis comme. Là, il y a comme. Dans première, c'est vraiment la première heure, parce que dans la deuxième heure, moi, je trouve que ça devient vraiment intéressant. Nick Fury arrive. Mais si on reste vite fait dans la première heure, là, je veux savoir ce que tu penses de la valise. Ouais, j'ai lu après que c'était comic accurate. Là. Oui, en fait, ça vient directement des années 60. Là. Ça a été. Donc, c'est la version high-tech. D'un comic d'un comic des années 60. Ben, tu sais, il faut pas réfléchir trop loin. Tu sais, c'est pas l'affaire qui me choque le plus. Je pense pas que c'est réaliste parce que là, il faut que tu réduises du métal puis que ça prenne de l'expansion. Là. Mais bon, tu sais, je pense ça devient quasiment un running gag de film en film. C'est-à-dire que Tony, on dirait qu'il trouve de nouvelles façons de se faire mettre son saut. Je sais pas si c'était dans Avengers ou je sais pas trop quoi, qui fait juste comme avancer sur sa terrasse dans la tour des Avengers, puis il y a des affaires autour de lui qui mettent son saut. C'est comme quasiment un running gag de comme quelle nouvelle patente il va faire pour avoir accès à son costume. On va en reparler lors de l'arrivée de la nanotechnologie, parce que la nanotechnologie, ça a changé ces séquences-là. Puis je trouve que c'est pas pour le mieux, parce que là, tous les super-héros ont de la nanotechnologie. Oui, c'est ça. Leur masse s'enlève de la même façon. Bref. Puis tu sais, ça aussi, ça rajoute une couche d'incrédibilité, parce que là où on voit la première scène avec la valise, c'est Happy puis Pepper qui sont dans la voiture à côté du circuit de Monaco, puis qui font juste crasher dans le circuit pour aller y porter. Fait que c'est ça. Il y a beaucoup de cette première heure-là qui me fâche un peu parce que... Choquant. Puis tu sais, je trouve qu'à cause de cette nouvelle attitude-là, on dirait que ces blagues fonctionnent moins bien. Tu sais, c'est comme plus arrogant puis moins funné, on va dire ça comme ça. Puis j'aime moins ça. Mais après ça, ça se place un peu. Mais ultimement, ça prend un peu trop de temps à mon goût pour que ça se place. Tu sais, je pense qu'il y a 1 ou 2 scènes de lui qui est trop cocky, ou tu sais, c'est qu'il n'y a pas de contrepoids, personne ne le remet vraiment à sa place, sauf dans cette scène-là où il fait la fête chez eux, puis que là, c'est War Machine là, qui décide de se pogner avec, puis en tout cas, que là, finalement, il y a une réalisation que peut-être que je suis pas si gentil que ça, finalement. C'est comme ça, on le savait pas. Mais c'est ça. Le caméo d'Elon Musk non plus n'a pas super bien vieilli.
Non, mais au niveau de Justin Hammer, de Sam Rockwell, il a fait exprès de le jouer jeune parce qu'il voulait un peu caricaturer les tech bros qui étaient très présents dans 2008, il y a une 2010, vibe Mark Zuckerberg. Là. Ouais, c'est ça. Zuckerberg, là, depuis 4-5 ans, il s'est mis dans la tête de faire de la UFC puis devenir une personnalité publique, ce qui n'était pas dans les 10-15 premières années de sa carrière. C'est aussi pourquoi qu'on a voulu que Jon Favreau voulait apporter Elon Musk. Ouais. Puis d'ailleurs, Elon Musk, il a juste dit oui parce qu'il y avait le Falcon 9 dans le background de cette scène-là qu'il voulait montrer aux gens. Ouais, même il y a plusieurs scènes, les scènes notamment avec Vanko puis Hammer, c'est tourné à SpaceX. Donc, et c'est pour ça que la mention aussi de placement de produit au début du film sur Disney+, si vous avez le film sur Disney+, le placement de produit, c'est SpaceX. Donc c'est ça. Entre autres. Parce que d'habitude, il y en a d'autres, là. Il y en a toujours plein, là, mais surtout dans le premier puis dans le deuxième. Là. Mais bref, c'était ça. Il a juste dit oui parce qu'il voulait montrer SpaceX dans ces années-là. Puis en même temps, c'était une inspiration. Tu sais, quand on a parlé du premier film, on l'avait dit, Downey Jr. avait rencontré Elon Musk puis avait essayé de prendre un peu ses traits de personnalité. On va dire, c'est ça, son espèce l'arrogance des riches, on va dire ça comme ça. Là. Mais oui, effectivement, mais c'est ça, ça fait jamais des vilains très intéressants. Puis, je trouvais que l'aspect anti-héros était moins présent dans la première heure pour Tony Stark, qui était vraiment plus un anti qu'un anti-héros. J'avais pas le goût de root pour lui, malheureusement. Tu sais, ses meilleures scènes, c'est quand il est tout seul, justement, chez eux. Puis, tu sais, le contraste est intéressant entre la personnalité publique et la personnalité privée. Mais en tout cas, ça marche moyen pour moi. Même chose pour Pepper là, qui devient CEO. Là. Ça a l'air facile de devenir CEO de la plus grosse compagnie d'armes au monde. Là. C'est ça, ils font plus des armes, là, je comprends bien. Ouais, c'est ça, ils font de la technologie maintenant. Là, mais bon, c'est ça. Ça n'a pas l'air trop compliqué. Il n'y a pas de board, il n'y a pas rien à prouver. C'est juste comme, c'est rendu toi maintenant. Toi qui étais basically... comment t'appelles ça? Mon assistante personnelle. On a fait un raccourci scénaristique là, de vraiment dire « Oh, le board a dit oui ». Ouais, c'est ça, c'est que dans ce film-là, je trouve qu'il y a beaucoup de ficelles qui dépassent. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'elle devient CEO? C'est parce qu'on veut renforcer l'isolement que Tony Stark vit. Parce que là, maintenant, elle n'est plus son assistante, elle a ses propres responsabilités, des trucs comme ça. Fait qu'on l'attire loin de Stark. Même chose pour Happy qui, là, retourne avec la boxe, ou en tout cas. Puis là, qui devient un peu, justement, le bras droit de Pepper. Ou en tout cas, pas le bras droit, mais le garde du corps de Pepper maintenant. Fait que, tu sais, c'est ça, on veut isoler Tony Stark. Je comprends la mécanique derrière, mais ultimement, je veux pas. Je veux pas que ça arrive. Tu sais, je sais pas. J'ai pas aimé... J'ai pas aimé les choix qui ont été faits scénaristiquement dans ce film-là. Puis là, après ça, dans la deuxième moitié, oui, quand on parle un peu plus des Avengers ou quand Natasha Romanoff revient ou même la bataille entre Iron Man, War Machine et les fameux drones, je trouve que visuellement aussi, on dirait que le film a pris une coche à ce moment-là. J'ai pas aimé les scènes de course parce que ça paraissait que c'était du CGI. Puis effectivement, ils ont pris aucune F1. Là, tout est fait CGI. En fait, j'avais lu quelque part que le tournage s'était très mal passé. Ah, sûrement. Mais j'en doute pas. Ils n'ont même pas tourné à Monaco. Finalement, la course, là, évidemment, ils ont tourné quelques scènes ou les establishing shots, des affaires de même. Mais c'est ça, c'est autant, parce que le film a été nommé aussi aux Oscars pour meilleurs effets spéciaux, puis c'était le premier film où il y avait à peu près jamais son costume. Dans le premier, on essayait de faire un mélange de il y a un costume puis c'est du CGI. Là, je pense que c'est 95% des shots du costume sont en CGI, puis ça paraît pas. Je vois pas de différence, honnêtement. Je vois vraiment... Ils ont vraiment fait un bon travail parce que, on est quand même en 2010. Là, oui, il y a des grands films, mais Hulk qui était pas si bien réussi, puis ultimement, c'est quasiment les mêmes équipes techniques là, qui travaillent sur les deux films. Fait que, c'est ça. Ça paraît vraiment. Le film avait pas loin de 200 millions de budget, ce qui est énorme pour l'époque. Il a à peine été rentable. Il a fait 600 millions, je pense, au total. Fait que d'habitude, c'est au moins 3 fois ton budget pour être rentable. Là, il arrive flush un peu. Mais c'est ça, vraiment, ils ont fait un bon travail au niveau des effets spéciaux. Dans la deuxième heure, dans la première heure, puis même encore dans la scène de course, il y a des shots de chars qui explosent en arrière avec un méchant qui marche en avant au ralenti, comme dans
X-Men Wolverine, là, où là, il abuse. Là, mais c'est ça, tu sais, pour ces raisons-là, on dirait que le film m'a moins parlé. Puis, tu sais, je sais pas, toi, ce que tu en as pensé, parce que toi, tu l'as bien aimé. Tu sais, qu'est-ce qui t'a plu dans ce film? J'ai apprécié le film, le facteur aussi qu'on retourne à quelque chose de... Tu sais, on se base pas nécessairement sur... On continue pas nécessairement la même histoire que le premier non plus. On se base... On va faire quelque chose de nouveau. J'aime l'arrivée aussi du Shield. C'est sûr que moi, de mon côté, je vois l'univers qui se connecte. Puis là, je suis comme, ça s'en vient, tu sais. Fait que c'est un film que je trouve que aussi l'évolution un peu des technologies qui mènent Tony Stark, tout le facteur de rechercher un nouvel élément avec son père, toute cette recherche-là, je trouve que ça apporte des choses de positives, soi-disant, c'est pas mon... J'aime encore mieux le premier, là, mais quand même, je trouve que c'était pas du tout un mauvais film. Là. Je pense que j'ai bien apprécié aussi les scènes d'action, que ce soit combat Rhodey, Iron Man, ou la scène de combat final avec toutes les armures qui partent après Iron Man. Quand même, j'ai trouvé plusieurs scènes intéressantes. Soi-disant, je n'aurais pas pris 15 minutes de plus. Ouais, non, c'est ça. Le film est quand même court là, pour un standard Marvel, 2 heures. Là, c'est rare les films qui sont moins de 2 heures. Là, mais ouais, c'est ça. J'en aurais pas pris plus, moi non plus. Ça. Mais la deuxième heure sauve un peu la première, mais ultimement, pour moi, il y avait trop de ficelles qui dépassaient, ou en tout cas trop de... Ça paraît que c'est plus une mentalité de film d'action, puis qu'il y a moins d'éléments comiques, puis c'est moins des fans d'Iron Man qui ont fait le film. Mais ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est aussi le côté... parce que là, on sait pas de quel côté on se range, nous, mettons, dans une situation du genre... Est-ce qui devrait avoir contrôle de cette armure-là? Le gouvernement? Ouais, c'est ça. Dans cette situation-là, tu sais, est-ce que de privatiser la paix dans le monde, c'est une bonne décision? Regardez le film. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, on ne sait pas nécessairement. C'est assez ambigu au niveau du gouvernement. Là. Au niveau de Justin Hammer, on sait qu'il est méchant. C'est ambigu jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, là, finalement, on a une réponse. On comprend que bon, spoiler, Tony Stark avait raison. Mais je trouvais la prémisse intéressante de se dire c'est-tu un bouclier ou c'est une épée? Ouais. Bon, après ça part un petit peu dans toutes les directions, mais reste que la prémisse du film est intéressante, puis je pense que c'était bien de faire un film comme ça, où est-ce que il y a quand même des grands enjeux, mais c'est pas la fin du monde. Ça pourrait. C'est ça, mais il y a des grands enjeux, mais où est-ce que, mettons, Tony Stark est challengé, parce que un film où est-ce que Tony Stark vit pas de challenge, là, sa vie est en jeu. J'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé que c'était bien, sans plus. C'est ça, il n'est pas juste en train d'essayer d'empêcher un complot quelconque. C'est lui qui est visé aussi. Fait qu'effectivement, au niveau dramatique, ça prend une coche, par exemple, des Avengers, que là, c'est juste comme il y a des aliens puis on veut tuer la Terre. C'est ça. Il y a le facteur au départ, c'est dur de déterminer qui est la bonne personne, parce qu'on peut voir que Tony qui se bat contre Rhodey, son alcoolisme, tout ça le fait descendre dans notre estime peu à peu. Je pense que ce film-là le fait bien, là, cette partie-là. Exact. On termine vite avec la scène post-credit qui met la table à Thor, qui est le prochain film. Agent Coulson qui s'en va en plein milieu du film. Ouais. Surtout qu'il fait pas sa job. Ouais, c'est ça. Je l'ai pas... Ça, j'ai trouvé ça limite, là, comme il aurait pu le faire d'une meilleure façon, là, mais bon. Ouais. Et le caméo de Stan Lee qui joue un faux Larry King, là, si vous connaissez ce chef d'antenne de CNN, là, petit monsieur toujours recroquevillé avec des bretelles. Il se fait méprendre pour Larry King. Dans le premier, il se faisait méprendre pour Hugh Hefner. Fait que c'est ça. Il y a un casting, il y a son casting, Stan Lee. Donc voilà, les deux petits clins d'œil qu'on retrouve dans presque tous les films. Donc, on s'en va en pause publicitaire. Au retour, on va octroyer nos fameux popcorn à Iron Man 2. D'après moi, il va s'en mériter quelques-uns, là, contrairement à nos 2 derniers épisodes où on n'en a donné aucun aux 2 films. Fait que restez là pour savoir combien de popcorn on donne à Iron Man 2.
C'est maintenant l'heure d'octroyer nos fameux popcorn au film Iron Man 2 de 2010. David, on essaie une nouvelle formule. On essaie de brasser un peu les patentes. Au lieu de nous présenter les 6 popcorn d'entrée de jeu, on va y aller un à la fois. Là. Okay, on a 6 popcorn à octroyer à ce film-là qui sont basés sur 6 critères différents et qui ne jugent pas vraiment de la qualité du film, sauf peut-être un critère ou deux. On commence avec le premier popcorn. Le popcorn de l'espace, l'importance avec le MCU. Est-ce que ce film-là a une importance avec le MCU? Je crois que oui. Avec l'introduction de Black Widow, on sent l'univers s'étendre. Avec la post-credit scene, on a aussi Nick Fury qui commence à jouer un plus grand rôle. Moi, je pense que je lui donnerais. Et on l'oublie, on n'en a pas mentionné vraiment, mais on a, pas nécessairement retcon, là, mais on a recanonisé quelque chose. À un certain moment, Tony Stark sauve un enfant à l'expo, puis on a appris par la suite, évidemment, c'est arrangé avec le gars des vues, mais que ce serait un jeune Peter Parker. C'est un jeune là, avec un masque d'Iron Man, qui est en fait le fils de Jon Favreau, le réalisateur. Là. Mais c'est ça, il y a un masque d'Iron Man, puis il se fait, une fois, il se fait juste saluer, je sais pas trop quoi. C'est-tu canon ou c'est headcanon? C'est supposé être canon. Apparemment que Tom Holland aurait confirmé ça, puis Kevin Feige aussi. Donc, bon. Mais ça a été décidé après ça. À l'époque, c'était pas prévu. Ça donne bien qu'il y avait un enfant masqué en quelque part. Qu'est-ce qu'il faisait en Californie? Ouais, là, non, il est à New York, ce bout-là. Fait que voilà. Fait que oui, c'est important. Mais on sait que Peter Parker, c'est aussi, dans les comics, un très grand fan d'Iron Man. Là. Donc, c'est ça. Fait que oui, il est très... je sais pas, je peux pas dire très important dans les MCU, mais il est important quand même, surtout pour Black Widow. Oui, surtout pour ça. Au niveau du réalisme, écoute, on peut pas prendre la réalité. Moi, je pense pas. Je trouve que il y a plusieurs effets que tu as mentionnés. Là, tu peux pas juste le bout de Monaco, là, moi, c'est lui qui me choque un peu plus. Là. Fan de sport que je suis, c'est pas de même, ça marche. Aussi le Hammer qui sort du monde de prison. Ouais, c'est ça. Tu sais, ce que je trouve réaliste, puis tu sais, peut-être qu'un demi-popcorn, ça pourrait être justifiable aussi. Je pense que ce serait réaliste si ça arrivait dans le vrai monde. Que l'armée veuille, pas privatiser ça, mais confisquer cette arme-là ou voir ça comme une menace. Là, après ça, le dénouement final, est-ce que lui est réaliste? Je suis pas certain. Là. Je pense que ça a peut-être détruit plus de choses que ça en a réglé. Là. Fait que... Mais en tout cas, on peut ne pas lui en donner. Mais je pense qu'au niveau, si c'était le cas, le Shield interviendrait plus tôt. Là. Ouais, c'est ça. Je pense, là, au lieu de travailler avec Hammer, là, mettons. Ouais. Mais bref, moi, je ne donnerais pas. OK. Au niveau du pouvoir, la qualité des scènes d'action et des effets spéciaux. Ouais. Moi, je pense que ça met un look solide pour 2010. Ça vieillit pas si mal. Ça vieillit quand même. Il y a certaines scènes là, que je me dis, tu sais, ça, c'est du cheap CGI. Là. Surtout dans la première moitié, encore une fois. Mais la deuxième, tu sais, puis moi, c'est le fait qu'on ne discerne pas que c'est un saut de CGI, là, tant que ça, Iron Man. Là. Fait que, donnons-lui, tu sais, il a quand même été nommé à un Oscar. Oui, quand même. Est-ce qu'il vieillit super bien? On a un popcorn pour ça, là, mais comme, tu sais, c'est ça. Est-ce qu'il vieillit super bien? Je sais pas. Mais, tu sais, la qualité est là. Il manque peut-être un peu de scène d'action. On dirait qu'il y a 2 scènes et demie d'action, celle à Monaco, celle à la fin, puis peut-être le conflit entre War Machine et Iron Man à sa fête. Là. Fait que c'est comme 2 scènes et demie. Peut-être que il n'y a pas de grosse confrontation avec les vilains non plus, là, ce qui pourrait y avoir plus. En même temps, dans le premier, il n'y avait rien qu'une confrontation avec les vilains. Mais bon, on va y donner. On va y donner. Au niveau de l'âme, le respect de l'âme du matériel source, donc les comics, est-ce que Iron Man 2 respecte les comics? Je pense pas, là. Je vais être honnête, là. Je pense pas que ça respecte du tout les comics. Je pense que on a mélangé plusieurs choses. C'est sûr qu'il y a le parallèle à Iron Wars qui se fait. Armor Wars, pardon. Mais reste que j'ai pas envie d'y donner. Correct, parce que je trouve que, l'âme du matériel source, ça n'a pas été tant prise en considération que ça, comparativement au premier où est-ce qu'on a fait un peu plus attention. Ouais. Dans le 3, je pense déjà qu'on retourne à une storyline un peu plus classique, là, ou en tout cas bien connue. Aussi rendu au 3, il y a le personnage dans les comics a eu le temps de se développer. C'est ça. Le premier film d'Iron Man a popularisé le personnage dans les comics, donc c'est ça qui l'a mis sur une lancée. Sinon, c'était pas un personnage que
mettons, Marvel mettait pas ses gros écrivains sur Iron Man. Ouais. Mais après le film, après la popularité du film, là, ils ont commencé à donner plus d'amour. Puis aussi, c'est ça avec tous les films du MCU là, qui sont sortis. Il y a eu un regain de popularité suite à ça dans les comics. Dernièrement, Les 4 Fantastiques, par exemple. Ouais. Donc, c'est sûr que ça l'aide, mais reste que dans la création du film, on n'a pas tant passé au comic, pas autant qu'on devrait peut-être, parce qu'il y avait quand même du contenu qu'on aurait pu adapter mieux que ça. Fait que non. Puis juste au niveau de Hammer, là, aller chercher peut-être un meilleur vilain avec. Ou juste le Hammer des comics qui est un petit peu plus froid, un petit peu plus calculé. Je comprends ce qu'on a voulu faire avec. On a voulu moderniser avec les années des Tech Bros, là, qu'on est encore un peu dedans, là, mais reste que. Non, je pense que je ne donnerai pas. C'est bon. Au niveau de l'esprit, est-ce que tu as eu du fun à regarder ce film-là? Pas vraiment, honnêtement. Je l'ai trouvé banal, on va dire ça. Très oubliable. Ça fait plusieurs fois que je le regarde, puis à chaque fois, à part la scène de Monaco, on dirait que je me souviens pas ce qui se passe tant que ça dedans. Moi, j'ai bien apprécié le regarder. On peut s'en mettre une demi. C'est ça, on peut s'en mettre une demi, mais j'ai pas adoré non plus. Je mettrais un 0.25, mais on n'est pas rendu là. Non. Visuellement, ça va être tough à faire. Oui, visuellement, ça va être trop tough. Un demi popcorn. Une demi, parfait. Au niveau du temps, est-ce que ce film-là est intemporel? Est-ce qu'on va en garder un bon souvenir? Cependant, même si j'ai eu du fun à le regarder, je pense il est intemporel. Je pense. Un peu. Je sais pas. Elon Musk, c'est rendu whack, là. Je suis pas sûr qu'on le reverrait dans un film. Tu sais, je sais pas. Je pense pas que j'ai le goût de le revisiter. Iron Man 3, je sais que, mettons, j'aurais peut-être plus envie de le regarder, mais j'en garderai pas un bon souvenir durable. La grande chose qui a un impact, c'est l'apparition de War Machine, puis aussi l'apparition de Black Widow. En fait, c'est l'apparition de d'autres personnages. Parce qu'on les voit tous ailleurs. On les voit tous ailleurs, oui. Puis il y a moyen de savoir c'est qui après aussi. Puis c'est ça, il y a l'apparition de War Machine, l'apparition de Black Widow, mais il y a aussi le développement de la technologie au niveau on a 40 secondes. Du réacteur de Stark. Donc, on y donnerait peut-être pas au niveau du temps. Justement. Qui en fait quand même 2 popcorn et demi, ce qui est quand même pas si mal. Donc voilà, c'était notre épisode sur Iron Man 2. Prochain épisode, ce sera sur Thor de 2011, qui est déjà foreshadowé à la fin de celui-là. Abondance de Dutch Angle, vous allez voir. En tout cas, regardez-le si vous voulez le regarder, mais tu vas le voir si tu t'en souviens pas. C'est très particulier, mais j'en garde quand même. J'ai comme un attachement un peu inconditionnel envers les Thor. Je vous expliquerai pourquoi au prochain épisode. David, merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve éventuellement pour ce nouvel épisode là, dans 2 semaines si ça va bien. Sinon, ce sera dans le temps des fêtes. Merci à toi. Salut.